Merci. Alors, comment rendre l'économie plus humaine? En fait, la lente reprise économique, ce matin, on a vu qu'il y avait une lente reprise économique, mais pas de reprise économique pour tous. La crise a généré des coûts et a mis à mal les emplois et le savoir-faire des travailleurs. De grandes inégalités entre les régions de l'Union européenne sont marquantes. J'ai relevé deux statistiques qui m'ont particulièrement marqué. Le fossé de 40 points de pourcentage entre le taux de chômage d'une région en Italie et d'une région en Finlande et plus d'une personne sur 4 en situation de pauvreté en Italie. Et la crise touche plus les jeunes, donc une génération perdue, les personnes âgées et les femmes. La stratégie EU 2020 était une énorme opportunité, mais là, elle semble être placée au second plan et vouée à l'échec. Pour différentes raisons, la crise, pas de plan de relance et notamment les politiques d'austérité mises en place ces dernières années. Dans ce contexte, l'Europe a cessé d'être un facteur de cohésion sociale. Elle est elle-même perçue comme responsable du recul des droits sociaux. Alors, pour sauver cette stratégie EU 2020, plusieurs choses ont été mises sur la table ce matin. Donc d'abord, un socle démocratique, impliquer le citoyen, car jusqu'ici, la société civile a été insuffisamment impliquée et de manière non adéquate. Il faut fournir une réponse, mais en changeant de gouvernance. J'ai relevé la phrase qu'elle doit être enlevée des mains des technocrates, car il y a d'autres acteurs, et la stratégie doit impliquer à 100% la société civile. Nous avons aussi pas réussi à tirer les leçons de l'échec de la stratégie de Lisbonne, car même avant la crise, le fossé démocratique se creusait, l'intégration économique a profité aux pays les plus riches, avec des politiques publiques reposant sur le dumping social et fiscal. De fait, les initiatives de solidarité locale qui ont été mises en place durant ces années et aussi durant les premières années de la stratégie EU 2020 ne peuvent pas prendre la place des politiques publiques pour faire une politique inclusive. C'est pour ça qu'on a réaffirmé le rôle fondamental des institutions nationales et des institutions européennes. Les politiques de cohésion doivent impliquer une redistribution des richesses pour ouvrir un destin commun entre les citoyens de l'Union européenne. Il faut la fin du tout marché, la fin de la concurrence par le marché et s'appuyer sur un système capable de répondre à la justice sociale et au respect mutuel des peuples. Favoriser un service public pour l'accès aux biens communs, donc éducation, santé, sécurité. Les politiques européennes doivent garantir l'accès de façon égale à ces biens communs au-delà des moyens économiques de chacun. Pour cela, il faut taxer le capital, renforcer la lutte contre les paradis fiscaux. Enfin, développer un système de protection sociale ainsi que de revenus et de salaire minimum, protection sociale qui n'est pas une charge sur le travail, mais bien une solidarité. Nous avons appuyé le fait qu'il faut faire attention aux fausses idées sur les prestations sociales et les charges salariales. Enfin, les institutions européennes doivent soutenir le secteur de l'économie sociale et solidaire, favoriser l'information et l'information sur d'autres modèles économiques. Pour conclure, la situation est urgente. Dans 2 jours, le Conseil européen consacré, entre autres, à l'évaluation du semestre européen et à l'évolution de la stratégie EU 2020, en espérant que les recommandations et informations qui ont été données aujourd'hui seront reprises et seront entendues. Les élections européennes dans 2 mois, il va falloir être en mesure de donner une réponse à la crise sociale profonde de l'Union européenne et redonner aux citoyens la confiance aux institutions. La meilleure solution est une solidarité entre les États membres vers un modèle de croissance fondé sur le citoyen en liant progrès économique au progrès social. Merci. Thank you very much, Laura. Merci beaucoup. So now we are going to hear what the presidents and the vice president present have to say about these first remarks. I would like to remind that we are going to be very strict on the time and that you have 2 minutes each of you to react. So I would like to ask Luca to be the first one to start for this round, and then we are going to switch a little bit the order afterwards. Merci. Alors, premièrement, moi, j'ai 2 éléments de ma formation qui sont tous 2 très redoutables et d'habitude très critiqués. Je suis journaliste et je suis un économiste. C'est le pire de pire, hein, parce qu'on met les deux ensemble.
Italien, peut-être c'est un atout, parce qu'on a la fantaisie hein, pour résoudre les contradictions des autres. Alors, vous savez que parfois les économistes, ils ont une mauvaise habitude de répondre quand on lui demande raison des analyses. It's economy, stupid. Il faut suivre. Les lois de l'économie sont brutales, il faut suivre. Mais là, il y a aussi une belle question que la reine de la Grande-Bretagne, elle avait demandé à l'ouverture de l'année académique à Oxford en 2009, après l'éclat de la crise. Donc, en entrant à Oxford, elle s'est tournée vers les économistes. Elle a dit, mais on vous paye pourquoi que vous n'avez pas su prévoir la crise hein? Parce que l'économie, c'est aussi la science qu'elle dit toujours après, jamais avant ce qu'il faudrait faire. Là, on est dans un cas où on sait depuis très longtemps qu'est-ce qu'on doit faire pour l'Europe, surtout dans le domaine économique. On le sait depuis très longtemps. On sait deux choses. Premièrement, on a appris qu'un certain modèle qui pensait qu'on pouvait se passer de l'industrie, il devient impossible. On l'a découvert un peu tard, malheureusement. C'était un peu une certaine idéologie qui venait exactement de la Grande-Bretagne, qui disait, mais non, il faut travailler dans le secteur de la grande valeur ajoutée. Hein? Oui, ça va vite. Et donc, dans le secteur de la finance ou de la prévente, et détacher hors de l'Europe tout le reste. Et maintenant, on a découvert que si notre produit national brut, il a moins de 20% qu'il est généré par la production industrielle, on sort de tout. Mais tout cela a été politique industrielle, politique énergétique, politique pour les petites et moyennes entreprises, politique de la recherche, marché intérieur des services qui est générateur de bonne croissance et de croissance durable, était déjà dans la stratégie, soit de Lisbonne que d'Europe 2020. On l'a tout simplement oublié. Alors, c'est vrai qu'on risque un échec de la stratégie Europe 2020, mais il faut toujours se souvenir que c'est le premier exercice que l'Europe s'est donné pour établir une politique économique globale pour conduire le continent. Donc il faut l'améliorer, j'espère qu'on va l'améliorer. C'est une politique qui est équilibrée, qui dans son ensemble, elle a exactement une approche équilibrée entre l'économique, la production de richesses, la justice et la durabilité. C'est les trois axes de la stratégie de Lisbonne. Donc, l'exercice qu'on doit faire, on doit récupérer une cohérence entre la gestion des données économiques, it's economy stupid, tu ne peux pas continuer à dépenser en dette, à faire des dettes, d'autre part avec la balance et une politique de perspective qu'on a. Il faut peut-être la revoir parce que la donnée de la crise a changé les données, mais on l'a et donc il faut se mettre dans ce cadre et travailler là-dedans. Je m'arrête. Merci. The second group. Bon, en ce qui concerne les économistes, ils sont presque tous, je ne dis pas tous, presque tous, je mets un point d'interrogation sur un petit pourcentage, des prophètes après Jésus-Christ. Ils ont tout prévu après les malheurs. Je me demande où ils étaient tous ces savants, tous ces prix Nobel en 2008 pour prévoir la catastrophe de la crise financière qui est devenue une crise économique qui a été payée par les moins munis. Ce n'est pas les riches qui ont payé la crise. C'est les travailleurs salariés, c'est les petits indépendants, bref, c'est la couche de la population moyenne et inférieure. Donc il faut prendre des économistes avec beaucoup de réserve. Concernant le résumé que Laura nous a fait, je trouve que c'est un excellent résumé en très peu de temps. En quelques mots, elle a mis l'accent sur cet aspect. Le titre, une économie pour l'Europe et non une Europe pour l'économie. Moi, je ferais même plus court. Je dirais une économie au service des citoyens. Parce que ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il est peu valorisant, ça rapporte peu d'investir dans l'économie réelle. Ceux qui détiennent les richesses préfèrent spéculer parce que ça rapporte plus. Une des propositions du Comité économique et social européen, et on n'était pas seul évidemment, mais nous au moins, on a un texte officiel. On a demandé à la Commission européenne de faire une proposition de la taxation des transactions financières. M. Barroso nous a écoutés avec 3 ans de retard. Mieux vaut tard que jamais. Mais on attend encore que cela soit appliqué. Et qu'en fin de compte, on dise à M. Cameron que l'Europe, c'est ça. Et qu'on ne peut pas accepter qu'au nom de la
sacro-sainte place de la City London, on doit laisser les spéculateurs à continuer à s'enrichir. Et Laura a évoqué aussi la redistribution des richesses, c'est fondamental. Si on croit qu'on va faire l'Europe avec un grand pourcentage de la population vivant sur ces territoires, dans la misère totale ou partielle, on se trompe. C'est la haine qui va avoir le dessus. Donc je trouve que c'est crucial qu'il faut procéder à une meilleure redistribution. Parce que cette communauté européenne, pendant des décennies, elle a veillé à ce qu'il y ait une redistribution des richesses. Elle a parlé de justice sociale, elle manque. La justice sociale est quasi absente. Et pourtant, de nouveau, je vais vanter cette maison. C'est d'ici qu'est partie la Charte des droits sociaux fondamentaux. C'est avec un rapport d'initiative, un avis d'initiative, qui est devenu par après la déclaration solennelle du sommet de Strasbourg entre François Mitterrand et Helmut Kohl. On a les instruments, mais apparemment, on ne veut pas les utiliser. Alors, c'est vrai aussi, ce que Laura a dit, dans la tête de beaucoup de gens qui sont dans la misère, ils ont l'impression que la cause de leur malheur, c'est l'union. Et ça, je l'ai dit ce matin, on doit mettre en avant les acquis qui sont formidables de cette Union européenne et critiquer ce qui va mal afin de l'améliorer. Oui, je vois que l'animateur m'engueule. J'arrête ici. Merci beaucoup. Je suis désolé, je dois faire le rôle vraiment de vous couper. Ce n'est pas quelque chose de très gentil, je le sais, mais c'est important qu'on tienne la route dans les délais de temps. Donc, je demande à Madame Klasnic, c'est comme ça que ça se prononce? Madame Klasnic. Klasnic. Danke für das Wort und bitte um Entschuldigung. Ich habe gedacht, 16:15 Uhr, man muss lesen lernen. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, kann anscheinend nicht lesen. Ich war auch in dieser Gruppe jetzt und ich danke der jungen Frau für ihre Äußerungen, was sie erlebt hat, wenn sie sagt Wirtschaft und Europa. Was mir ein wenig wehtut, ist, ich komme selbst aus der Wirtschaft und wir haben ein kleines Unternehmen geführt, dass man immer das Gefühl hat, es ist ein Gegenpol Wirtschaft und Arbeitnehmer. Im Grunde genommen sitzen wir in einem Boot. Und hier gerade im WSA, wo wir Arbeitnehmer, Arbeitgeber und NGOs gemeinsam Entscheidungen und Vorbereitungen treffen, das wäre eigentlich ein Modell, das man hinaustragen sollte in die Nationen, weil würde es dort besser wirken, und in manchen Ländern geht es ja schon ganz gut, dann könnte man auch die Zivilgesellschaft und ihre Meinung einbringen und es könnten viele Vorschläge umgearbeitet und eingearbeitet werden. Die Aussagen Demokratie, Gesundheit, Bildung waren ein großer Teil in dieser Arbeitsgruppe. Ganz wichtig waren die Menschenrechte und da möchte ich dort anfangen, wo Sie geendet haben, liebe Laura. Sie haben gemeint, es sind Wahlen. Ich glaube, dass der größte Fehler ist, und ich war selbst 35 Jahre in der Politik, dass man immer dann knapp vor der Wahl zu reden anfängt und unterwegs ist und sich einsetzt und sagt, jetzt müssen wir, weil jetzt sind Wahlen. Die Wahlen beginnen am Tag nach der Wahl und wenn dieses Europa am Tag nach der Wahl so arbeitet wie vor der Wahl, dann kann es nur gut ausgehen. Thank you very much. Before we move on to the second workshop report, we have a couple more. Is this working? Yeah? No? No. So before we move on to the report of the second working group, we have a couple more quiz questions to introduce the topics. So if we go back one slide. Forwards. Okay. So, micro-enterprises. They're an important part of the economy in Europe. But what percentage of the EU workforce do they employ? We have three options, 12%, 29%, 53%. Who? We had some. Too many hands there. 3. You're saying 3? You're saying 3? 3 is the correct answer. 53% of the EU workforce. It was before you. Can you do the Yes. honors with the gift? We have them prepared. Thank you. And for the quiz question connected with the second workshop, if we go on 2 slides,
Okay. Giuseppe, as you know, is Secretary General of the European Youth Forum. And we've heard, I think all of us many times, how much more the EU spends on cows than they do on young people. But how much more do they spend on cows than they do on young people? Yeah, Giuseppe. Again, we have three options. One is 5.6 euro for one cow, for 3.2 for one young person, 12.7 per cow per 1.26 per young person, 25.4 euros per cow, and 10 euros 0.3 per young person. The data is referring to the past multi-annual financial framework. Number two. He was faster. He was faster. Okay. Okay. Well done. Very well, very well. So let's then, with this reflection about how the economy basically and how the finances and the resources are actually used for the people, introduce the second topic of the second workshop, which was about a social Europe. Well, I wanted to ask to Mana, who is the rapporteur of this group, specifically one of the greatest challenge that I think all of you in all the workshops have actually been debated, but this one was particularly relevant for this subject, which is the gap between which is the expectation that Europe should do on social issues and what actually Europe can do within the realms of the current competencies that the Union has. So I guess that this was one of the elephants in the room in the discussions of the workshop. Definitely. Thank you. The workshop aimed at answering three main questions. How to make it possible for the economic union to also have a social face. How to make the link between the measures at the European level, but also linking that to what the citizens want, so ergo the expectations, and how to go beyond wishful thinking and give concrete proposals for more rapid actions. Well, the expectations often meet a great disappointment when it comes to social Europe for citizens. In the context of crisis, of course, we discussed during the workshop that despite signs of economic recovery in some of the member states, most of them still face economic and social difficulties with direct impact in the lives of most European citizens. Increase of poverty, unprecedented levels of unemployment, increase of inequality and social division, but also we came back a couple of times on the discrepancies between European countries. Social injustice is not the same in Germany and in Cyprus today. Faced to that, there is also a disappointment towards the ambiguous, what was called the ambiguous European strategy. That was, while they were taking, the EU was taking austerity measures to deal with the crisis, the consensus to build a social economy has been forgotten. And despite the talks for social improvement measures, the fundamental social rights in the treaties are not adequate when it comes to facing the crisis, or despite the launch of the European 2020 strategy, it doesn't really answer what is needed to reinforce the social dimension of the European Monetary Union. So this led for some in the workshop to a general loss of confidence in the European project, of course also to national leaders, but greatly in the European project. So before answering what EU can do or EU should do, it was also mentioned what the citizens actually want when it comes to social Europe. Well, people want employment, better living conditions, purchasing power, of course. They have been disappointed often by the European measures that have sometimes been seen as going in the opposite direction, but they also realize now more and more that the answer comes from Europe. They can be opposed, they can be disappointed, they can be angry, but they also now agree and come to the realization that the EU is the level that has to go through deeper reforms to reach social justice and answer the equal opportunity.
So what the EU can do today for a social Europe for citizens, the crisis has reminded us that beyond the economy, Europe is also a union of values, and that we need to turn these values into policy making to find the political will to strengthen the social Europe Union, to bring the principle of solidarity at the core of the European project, to use the calendar and put Europe back in the debates, especially now that we are soon having the European elections, and also fight national prejudices and communicate on the ground. There were many examples. I want to come to maybe two in fighting the national prejudices, how to address also it comes to the local powers, local leaders, local civil society organizations, also to emphasize that European policy making is not just a summit every couple of months, that we are dependent on each other and have a lot of common potentials, and also that we have to address the mass media giving examples to day-to-day life and maybe going out of giving complex financial glossaries when it comes to giving faces to figures for the crisis. And also, I mean, what the EU can do, we should talk about money. We were comparing the cows and the young Europeans. The European Union has invested 800 billion to save the banks and 6 billion to support European youth. So this is what EU level can do, but what they should do, we also discussed the strategies for the civil society to convey their messages, ensure minimum engagement of civil society at the national level, local level, would empower them to give input to policy designs. There were some examples also given of initiatives on organizing cross-partisan approaches and meetings to think about the future of Europe, to approach, again, European Parliament candidates to communicate on the grassroots level. The occasion of the elections is I mean, the momentum to use. Civil society as also organizations and structures that can bridge the gap for citizens to access the information on their rights. And finally, we came to a list of proposals under the headline 5 years to save the Union. You might have seen the presentation. 5 years to save the Union. Concrete proposals, bring cohesion back, universal and equal access to social services, education, healthcare, social security system, access to justice, equal opportunity for employment, not only access to labor market, but also possibility for personal development, stronger workers' rights. We have discussed in the past the debate on European minimum income level. They would like to reintroduce this debate, but also more broadly about income schemes and pensions debates. To discuss, again, put on the table the freedom of movement, not only to create fair labor market, to strengthen mobility, but also to overcome economic obstacles and administrative hurdles. Also to respect the fundamental rights for everyone living in Europe, including the migrants. Finally, invest in youth. It was discussed also in the first workshop. Talking about money, talking about the youth guarantee, to have sufficient budgets to ensure that the measure will actually deliver, and invest in culture and education, well, the future of Europe. Thank you. Thank you very much, Mana. So now the same format as before. The two presidents and the vice presidents of the groups here in the ESC will have a couple of minutes to respond to those. And this time I'd like to invite Ms. Klasnic to start. Danke. Wenn Sie gemeint haben, dass das Vertrauen wiederhergestellt werden muss und gefestigt werden muss, und dass das Thema Beschäftigung, bessere Lebensbedingungen und vieles mehr ein Thema ist, dann glaube ich, dass wir eine gute Balance brauchen im sozialen und solidarischen Bereich und vor allem eine Vorsorge, dass Bildung möglich ist, und zwar in allen Nationen und an vielen Plätzen und nicht nur für bestimmte, und dass sie vor allem auch den Zugang zu den Gesundheitseinrichtungen haben. Sie haben auch angesprochen, die jungen Menschen. Ich gebe dazu, dass wir
Bevölkerungspyramide haben, wo die Menschen immer älter werden. Das ist ein Thema für die Zukunft. Entschuldigung. Und vor allem sollen wir in dieser Frage, naja, ist nicht meine Stunde, sollen wir in dieser Frage Frauen und Männer ganz besonders vor allem auch wissen, dass Frauen eine besondere Stütze brauchen in bestimmten Bereichen. Ich möchte nur ein Thema herausnehmen, das Sie angesprochen haben, bis das Krieg ist Sport. Sie haben die Medien angesprochen. Vielleicht gelingt es auf Zeit, dass die Medien europaweit in der Lage sind, einmal positive Nachrichten über die Arbeit in Brüssel und in Straßburg zu bringen. Und nicht, dass nur das, was im nationalen Gebiet ist, gut ist und was in Brüssel geschieht, ist schlecht. Daran müssen wir arbeiten und ich hoffe, da hilft uns wer. Keine Stimme. Danke. Thank you very much. And George? Merci. Félicitations de nouveau à Mana pour ce résumé. Alors, je me permettrai d'ajouter un élément. C'est bien l'exemple avec les vaches et les jeunes. On consacre, M. Barroso est venu dans cette salle pour nous annoncer qu'il avait prévu 6 milliards sur 7 ans. Sur 7 ans. Hein. Et alors, je lui ai adressé la parole en disant, mais monsieur le président, avec cette somme-là, vous prétendez trouver un emploi pour 500 000 jeunes. À ce moment-là, selon Eurostat, le nombre de jeunes chômeurs était 5 millions. Et Barroso a répondu à juste titre, donnez-moi plus d'argent et je mettrai plus. Il y a eu des études qui ont été faites, selon lesquelles, pour résorber de manière significative le chômage en général et en particulier le chômage des jeunes, il faudra investir 21 milliards par an. Et la réponse est, on n'a pas l'argent. Je regrette. Quand on veut trouver l'argent, on le trouve. C'est très bien d'ailleurs que Mana ait évoqué les 800 milliards qui ont été consacrés pour renflouer les banques. Et que les citoyens ont été taxés de payer cet argent. Maintenant, avec Mme Klachnik, je crois que si j'étais syndicaliste dans son entreprise, on s'entendrait bien. Et je dis ça, ce n'est pas la première fois. Nous, comme mouvement syndical, nous défendons les travailleurs salariés, bien sûr, mais nous sommes conscients qu'il ne peut pas avoir de progrès s'il n'y a pas des entreprises qui respectent, bien sûr, les normes de travail, des entreprises qui sont respectueuses de l'homme et de la femme. Malheureusement, et je vais m'arrêter là, on reste dans un raisonnement qui veut qu'on ait une croissance pour que les gens ne crèvent pas de faim. Et moi, je dis que ce n'est pas correct. Quand la productivité a augmenté tellement sur ces 30 dernières années, où sont les bénéfices? Où sont ceux qui ont gagné tout cet argent pour l'investir aujourd'hui et, je dirais, amadouer la peine dont souffrent beaucoup de citoyens? Donc, il est temps de cesser de raisonner uniquement en termes de croissance et se dire que quand il n'y a pas de croissance, cette Europe sociale, elle est là pour s'occuper des gens qui sont dans le besoin, des gens qui sont dans la misère. Et je m'arrête là. Thank you very much. Our apologies for the technical difficulties. I think it's just with the interpretation into English. We're trying to get it fixed. So thank you for your patience while we try to fix it. But in the meantime, Luca. Oui, quelques petites réflexions. Alors la première, moi, je pense que les chiffres dont on est parti au tout début, 13 € par vache contre 1,2 par jeune, peut-être ils ont commencé un peu à changer avec le nouveau budget pluriannuel. On a diminué un peu l'argent pour les vaches et on a commencé à mettre quelque chose pour les jeunes. Hein.
même s'il n'est pas suffisant, il est largement inférieur, comme le disait Georges, par rapport à ce qu'il nécessite. Et en plus, il faut se rappeler que si on a eu 6 milliards de financement pour la Youth Guarantee, on a eu une diminution globale du Fonds social européen de 15 milliards. Et si on considère ce que le commissaire Andor avait demandé pour faire face aux exigences, c'est même 25. Donc l'équilibre final, ce qui a fait de la politique, c'est que est encore négatif. Mais quand même, on a commencé à l'équilibrer. Deuxièmement, il faut se rappeler que la politique agricole européenne a été une des plus grandes réussites de l'Union européenne. En termes de garantie de la sécurité alimentaire de l'Europe, en termes de production et de contribution à la richesse européenne, et en termes de cohésion territoriale et de cohésion sociale. Donc, oui, c'est vrai que peut-être on a trop mis dans les vaches et pas suffisamment dans les autres, mais c'est vrai aussi que dans ce cadre, on a réalisé cet équilibre dont on a parlé jusqu'à présent. Hein. On a garanti les territoires, on a accompagné les transitions, on a soutenu des entreprises, mais on a soutenu aussi la cohésion. On a fait exactement cet équilibre. Deuxièmement, dans la direction du rapport très remarquable de notre rapporteuse, je voudrais rappeler que, si je ne m'abuse pas, mais ici il y a des experts du traité qui connaissent par cœur tous les détails, mais autour de 50% des dispositions de l'ensemble des traités de Lisbonne, ils concernent la dimension sociale. Quand on parle de la dimension sociale des politiques européennes, de l'OM ou de l'Union européenne, on parle de 50% des dispositions du traité, pas simplement du protocole à l'annexe ou de la condition ou des conditions horizontales, etc. On parle de 50% des dispositions du traité, pas simplement de la charte des droits fondamentaux. Et donc, il faut retourner au traité et à la balance des traités. Il faut absolument retourner à cette balance. Troisième réflexion, et je conclus sur ça, sur la nécessité de remettre au centre de toute politique, de toute action économique, les conditions réelles de vie, l'économie réelle. Je me rappelle qu'au tout début de la crise, c'était l'automne 2008, j'avais été invité dans une colloque au Collège des Bernardins à Paris. Les Français le connaissent très bien. Donc c'était un débat. Moi, je représentais un peu l'âme civique et à mon côté, il y avait le président directeur général de Danone, une grande multinationale, lequel nous disait, donc moi, vous savez, Danone produit des yaourts, du lait, des fromages. Donc quel est le profit qu'on peut tirer dans la production de fromage, de lait, de yaourt? 2%. Mes actionnaires me demandent d'avoir un retour de 15 à 18% sur leur investissement. Qu'est-ce que je fais? Je prends le 40% de l'argent que je prends des actionnaires et je les mets dans la spéculation, dans la finance. Exactement ce que pour Danone a été positif et pour Parmalat en Italie a été le désastre, parce qu'il a éclaté. Donc la vraie question qu'on n'a pas abordée, c'est qu'une bonne partie de l'économie s'est mise au service de la production de richesses par le papier et pas de l'économie réelle. Ni des entreprises, ni des travailleurs, ni des familles, ni des citoyens, ni des pauvres, ni des jeunes, ni des personnes âgées. Il faut remettre au centre ces préoccupations. Et si on met au centre ces préoccupations, à mon avis, il y aura beaucoup plus d'alliances possibles entre producteurs et citoyens de ce qu'on voit aujourd'hui entre une séparation entre entreprises, travailleurs et citoyens. Parce que là, c'est la réalité de notre vie, de nos conditions de vie. On est tous des consommateurs, on est tous intéressés à améliorer nos conditions de vie, on a tous des enfants, on a tous des personnes âgées qui ont des problèmes de santé à se soigner. Donc, on partage l'ensemble de ces dimensions. Et il faut la tenir ensemble. Donc, remettre au centre les meilleures conditions de vie, à mon avis, c'est la clé de voûte pour changer un peu et retourner à un équilibre qui est enfin l'équilibre des traités qui sont assez clairs et qu'il faudrait commencer à respecter un peu plus. Merci. Thank you very much, Luca, for that analysis. And now going through the last theme of the workshops, which was related to citizenship and related governance issue within the EU, and having
having discussed the issue of the rights of citizens, I think that you've been also discussing quite a lot about the treaties, and I've been hearing the word constitution several times in different rooms during the day, and definitely it could be interesting to know, and this is the last question, so the last opportunity for you to win. No, there is still another one. It's the one before the last before the last one. Opportunity for you to win a pot of honey, which is actually about how many articles there are in the Lisbon Treaty. It was the first one. Very straightforward. Congratulations. Somebody's there or not? I'm going to bring it. Honey is finished. The honey will go there. So I'd like to hand over now to Julia, last but not least, the rapporteur from the third working group. And there you were speaking about the tools that are available for civil society to influence policy making. But maybe you can tell us something about the limitations of those tools, and what can civil society do, and what can all stakeholders do to improve the possibility for civil society to influence policy making. Merci. Alors, dans ce workshop 3, on a commencé par le fait que si l'exercice d'une citoyenneté active ne peut exister que dans le cadre d'une réelle démocratie participative, la question centrale était la suivante: comment construire une Europe des citoyens? Alors, à l'aube des élections du Parlement européen, l'objectif est bien sûr d'engager les citoyens dans le dialogue européen, mais aussi de réfléchir aux possibles transformations du fonctionnement institutionnel européen, qui devrait permettre de mieux prendre en compte les revendications de la société civile. Alors, M. Pinto nous a présenté les conclusions de l'Alliance de l'année européenne du citoyen à travers les 3 piliers principaux et nécessaires au bon fonctionnement démocratique. Le premier est bien sûr le pilier citoyen, qui pour agir efficacement nécessite une bonne qualité et un accès à l'information et à l'éducation. Les citoyens ont en effet besoin de bien connaître leurs droits, et non pas leurs rois, et les différents outils qui sont mis à leur disposition dans le but de participer efficacement au dialogue européen. La question du rôle des médias a aussi été expliquée comme étant centrale sur ce sujet, et notamment la question de l'accès à l'information européenne dans toutes les langues des différents États membres. Alors le deuxième pilier est celui des institutions européennes, qui, si malheureusement elles donnent des fois l'impression de n'être ni ouvertes ni réactives à la participation citoyenne, freinent les citoyens européens qui ne font donc pas l'effort de participer et de rentrer dans des processus très complexes pour faire entendre leur voix. L'exemple du Conseil européen qui prend ses décisions à huis clos a également été évoqué durant la session. Le troisième pilier, qui est celui de la société civile, et qui doit agir comme garant du dialogue entre citoyens et institutions, a été évoqué. Les organisations de la société civile doivent être reconnues clairement comme partenaires actifs du processus décisionnel européen, et on ne peut que regretter les baisses du budget européen qui sont allouées à ces organisations. Si de nombreux outils sont proposés par les institutions européennes, leur complexité a été longuement débattue pendant cette session. Le défi principal est donc bien la clarification et la simplification des outils qui sont mis en place pour la participation citoyenne. En effet, bien souvent, les citoyens ne savent ni à qui s'adresser, ni comment participer activement au processus décisionnel européen. Il semble pourtant nécessaire donc d'engager les citoyens sur des questions européennes centrales, comme notamment la question du budget européen et de son utilisation. Alors, on a beaucoup parlé de l'outil de l'initiative citoyenne, qui doit permettre de renforcer la participation citoyenne au processus décisionnel européen. Alors, si c'est un outil qui a été mis en place par la Commission, en partenariat également avec l'Alliance de l'année européenne du citoyen, il illustre la nécessité d'avoir des moyens très conséquents pour porter ces initiatives citoyennes, moyens qui malheureusement permettent surtout aux associations et aux organisations les plus importantes d'utiliser cet outil. On a beaucoup parlé de l'aspect bureaucratique qui a besoin d'être réformé afin de donner la possibilité aux organisations de la société civile, quelle que soit leur taille, de prendre part au processus décisionnel européen. La question du puzzle entre les compétences européennes et nationales est également une question centrale dans la capacité des citoyens à s'adresser à la bonne personne et à agir efficacement. La société civile doit donc ne pas seulement jouer un rôle de médian entre les citoyens et les institutions, mais aussi entre le niveau européen et le niveau national.
Alors des réformes sont nécessaires à un bon fonctionnement de la démocratie participative européenne, et si elles peuvent passer par les réformes des traités européens, elles nécessitent surtout une forte volonté politique. C'est donc en tant que partenaires que les trois piliers citoyens, société civile et institutions, qui sont les garants d'une démocratie participative, doivent avancer et approfondir les outils déjà existants à la participation citoyenne. En effet, les meilleurs représentants et acteurs de la société civile européenne sont les citoyens, qui s'impliquent de façon de plus en plus organisée au processus décisionnel européen. Et il est donc nécessaire de renforcer les outils qui sont déjà mis à leur disposition pour continuer à avoir un dialogue européen structuré et efficace. La question ne doit donc plus être celle de la légitimité des organisations de la société civile ou des institutions européennes, mais bien de la façon de laquelle elles doivent travailler ensemble pour continuer à garantir ce dialogue européen. Merci.